La journée d'hier au tribunal a été un véritable tourbillon de révélations et de rebondissements dans le procès criminel de Sean Diddy Combs. Imaginez la scène. Un juré sur le point d'être renvoyé pour des déclarations contradictoires, une apparition éclair de Kanye West qui a fait les gros titres et des découvertes stupéfiantes lors des perquisitions des propriétés de Diddy, allant d'armes à des quantités industrielles d'huile pour bébés et de lubrifiants. Sans oublier le témoignage crucial d'un ancien assistant qui a levé le voile sur les mystérieuses King Knight. Plongeons ensemble dans les détails de ce qui s'est passé. Le point le plus litigieux de la journée s'est concentré sur le juré numéro 6, dont le destin au sein du jury est désormais incertain. Le juge a ouvertement exprimé de sérieuses préoccupations concernant la sincérité de ce juré, l'accusant d'avoir fait des fausses déclarations pour s'assurer une place dans ce procès très médiatisé. Le cœur du problème réside dans des informations contradictoires fournies par le juré lui-même, notamment sur son lieu de résidence actuel. Il aurait donné des versions différentes de son lieu de vie, évoquant à la fois le New Jersey et le Bronx, ce qui a soulevé des doutes quant à sa capacité à suivre les instructions élémentaires de la Cour. La situation s'est tendue lorsque le juge, visiblement agacé par ces incohérences répétées, a manifesté son intention de renvoyer le juré. Cependant, la défense de Diddy est immédiatement montée au créneau. Les avocats ont vivement contesté cette décision, arguant que les réponses du juré, bien que potentiellement imprécises, ne remettaient pas en cause sa capacité à siéger équitablement. Ils ont par ailleurs insisté sur la nécessité de maintenir un jury diversifié, une argumentation qui a pris une tournure particulièrement délicate lorsque la défense a suggéré que l'accusation cherchait à écarter ce juré spécifiquement parce qu'il est noir. Cette insinuation a été fermement rejetée par l'accusation, qui a rétorqué qu'il s'agissait uniquement de préserver l'intégrité du dossier et la clarté des déclarations. Après de vifs échanges, le juge n'a pas tranché immédiatement. Il a préféré reporter sa décision à la semaine prochaine, laissant planer le suspense sur le sort du juré numéro 6. Cette attente souligne l'importance que la Cour accorde à la composition du jury et à la perception de son impartialité. Alors que les débats juridiques faisaient rage, une autre histoire a capté l'attention des médias, l'apparition inattendue de Kanye West. Le célèbre rappeur, connu pour son soutien à Diddy, s'est présenté au tribunal dans une ambiance très médiatisée, mais sa tentative d'accéder à la salle d'audience principale a été un échec. Kanye West, ou YE, comme il se fait appeler, n'a pas obtenu les autorisations nécessaires pour assister au débat et a été dirigé vers une salle de débordement réservée aux médias. Il n'y est resté qu'une vingtaine de minutes avant de quitter les lieux, sans avoir pu avoir un impact direct sur le déroulement du procès ou sur la perception du jury, qui, selon les informations, n'a pas eu connaissance de sa brève présence. Cet épisode, bien que spectaculaire, n'a finalement été qu'une parenthèse dans une journée déjà chargée d'enjeux bien plus profonds. La présentation de plusieurs messages textes a constitué un moment clé de la journée, offrant un aperçu des dynamiques complexes et potentiellement coercitives au centre de l'affaire. Le premier échange de messages provenait de Sean Combs lui-même à son ancienne chef de cabinet, Christina Kororom, datant de novembre 2023. Dans ce texte, Diddy lui intimait de s'assurer que Robin ne fasse rien de stupide et paie son loyer à temps. Robin a été identifié comme étant Jane, une des plaignantes dans cette affaire. Ce message est d'une importance capitale pour l'accusation. Pour les procureurs, il ne s'agit pas d'une simple directive administrative, mais d'une preuve manifeste du contrôle financier que Diddy aurait exercé sur Jane. Ce contrôle serait un pilier de leurs allégations de trafic sexuel et de coercition, démontrant que Diddy utilisait des leviers financiers pour manipuler et asservir ses victimes. La défense, de son côté, pourrait tenter de minimiser l'importance de ce message en arguant que Jane était parfaitement consciente de la nature de sa relation avec Diddy et qu'elle en tirait des bénéfices, ce qui rendrait le consentement mutuel de la relation plus ambigu. Un second message, encore plus glaçant, a été présenté, remontant à janvier 2017. Cet échange a eu lieu entre Cassie, Cassandra Ventura, une autre plaignante majeure, et D-Rock, un garde du corps de longue date et ami proche de Diddy. Cassie écrivait « La porte de ma salle de bain est cassée. Il a mes clés. Je pars parce que je ne me sens pas en sécurité. » La réponse de D-Rock était tout aussi révélatrice. Il lui conseillait que ce n'était pas une bonne idée de quitter ta maison et affirmait qu'il ne pouvait pas lui prendre tes clés à Diddy. Ce dialogue, figé dans le temps par les messages, brosse un tableau alarmant de l'environnement de peur et de contrôle dans lequel Cassie aurait évolué. Pour l'accusation, il s'agit d'une preuve irréfutable de l'incapacité de Cassie à quitter la situation et de la coercition dont elle était victime, renforçant ainsi les accusations de trafic sexuel à son encontre. La défense devra trouver des arguments solides pour expliquer ce message sans en confirmer le caractère coercitif.
Le témoignage d'un agent spécial de la sécurité intérieure qui a participé à la perquisition du manoir de Didi à Los Angeles en mars 2024 a été sans doute l'un des moments les plus percutants de la journée. Les images et les descriptions des découvertes ont laissé le public et le jury stupéfaits. La propriété, d'une envergure colossale, est un complexe luxueux composé de 3 bâtiments distincts. La résidence principale, un sauna et un complexe sportif abritant un studio d'enregistrement. L'inventaire des objets saisis dresse un portrait troublant. Dans la chambre principale, les agents ont découvert plusieurs enveloppes contenant des résidus de kétamine. Le dressing de Didi s'est avéré être une véritable caverne d'Ali Baba de la discorde, abritant non seulement son passeport et de l'argent liquide, mais aussi un sachet de MDMA, Molly. Mais ce sont les quantités de certains accessoires qui ont le plus interpellé. L'agent a témoigné avoir saisi 600 bouteilles d'huile pour bébé et pas moins de 900 bouteilles d'astroglide, un lubrifiant, sur l'ensemble de la propriété. Ces produits étaient empilés, organisés de manière très méthodique. Pour l'accusation, la présence de ces quantités astronomiques de lubrifiants et d'huile est un indice fort de l'organisation d'activités à caractère sexuel à grande échelle, corroborant les allégations de trafic sexuel. Le plus grave concerne la salle de sécurité, qui s'est révélée être un véritable arsenal. Y ont été trouvés une carabine à verrou, un fusil semi-automatique de type AR-15, un pistolet Glock, ainsi que de nombreux chargeurs et munitions. Une information particulièrement inquiétante est qu'une des armes n'avait pas de numéro de série, ce dernier ayant apparemment été poncé. Ces découvertes sont d'une importance capitale pour l'accusation, car elles correspondent directement aux allégations de l'acte d'accusation de racket, qui stipule que Didi et son entourage utilisaient des armes pour intimider et menacer des victimes et des témoins. La possession de cet armement massif est présentée comme un pilier de l'entreprise criminelle présumée de Didi. La défense, consciente du poids de ces preuves, a tenté de semer le doute sur la chaîne de possession des objets saisis et sur les procédures de perquisition. Les avocats de Didi ont interrogé l'agent sur la manière dont les armes avaient été déplacées et photographiées, suggérant des irrégularités dans la collecte des preuves. Ils ont également insisté sur le fait que les armes étaient confinées à la salle de sécurité et non éparpillées dans la propriété, en particulier pas dans les chambres des enfants de Didi, où aucune munition n'a été trouvée. Ces questions visaient à remettre en question la rigueur de l'enquête et, par extension, la fiabilité des preuves présentées. Le moment le plus attendu de la journée a sans doute été le témoignage de Jonathan Perez, un ancien assistant de Didi. Sa participation est d'autant plus cruciale qu'il a bénéficié de l'immunité pour témoigner, ce qui signifie qu'il ne pourra pas être poursuivi pour les faits qu'il révélera. Perez, qui a travaillé pour Didi de fin 2021 jusqu'à son arrestation en septembre 2024, a décrit ses fonctions quotidiennes qui incluaient des recherches, des déplacements avec Didi et une collaboration étroite avec le régisseur. Il a également révélé avoir gagné un salaire substantiel, passant de 85 000 $ à 100 000 $ annuels. Mais c'est son récit sur l'organisation des fameuses King Night qui a captivé l'attention. Jonathan Perez a décrit ces événements comme des moments privés de M. Combs dans un hôtel avec une femme. Il a confirmé que Jane était une participante régulière à ces King Night. Son rôle consistait à préparer méticuleusement ses séjours d'une durée de 12 à 24 heures, que ce soit dans des hôtels ou dans des maisons d'hôtes. Il devait s'assurer que Didi et ses invités disposent de tout le nécessaire: alcool, musique, nourriture, vêtements, préservatifs, lubrifiants et même du miel. Le détail le plus choquant de son témoignage concerne la présence de lumière rouge spécifique utilisée pour l'enregistrement. Cette révélation est particulièrement accablante pour Didi, car elle suggère que ces rencontres intimes étaient potentiellement filmées, ajoutant une dimension encore plus sinistre aux allégations de trafic sexuel et de contrainte. Le témoignage de Perez, par sa précision et son statut sous immunité, devrait peser lourd dans la balance du procès. Cette journée exceptionnelle a montré l'intensité et la complexité du procès de Sean Diddy Combs. Chaque révélation apporte une nouvelle pièce au puzzle, dessinant un tableau de plus en plus clair ou de plus en plus sombre, selon le point de vue. Le destin de Didi repose désormais entre les mains d'un jury qui est confronté à des témoignages et des preuves de plus en plus accablants. L'affaire est loin d'être terminée et nous attendons avec attention les prochains développements.